Voilà, donc la première séance, on a vu les, euh, les principes, c'est-à-dire les variétés du protocole STP, donc avoir le STP classique, le CST, le, le PVST qui n'est plus utilisé. Donc, le Cisco PVST+, il est remplacé par PVST+, RSTP, Rapid PVST, et Rapid PVST+, bien sûr, et enfin le MST. Donc, il y a des normes standards, les standards de l'industrie, de I3E, et il y a les protocoles propriétaires à Cisco. Donc, PVST, PVST+, Rapid PVST, MST, ce sont des protocoles propriétaires à Cisco. Donc, on a aussi vu quelques commandes pour voir les versions de Spanning Tree installées. On a pu aussi suivre, on a changé le mode en Rapid PVST en PVST+, et on a aussi pu suivre le processus STP, donc étape par étape, et vérifier aussi les timers de STP. Voilà, donc maintenant on va poursuivre donc, ce qu'on a commencé. On va voir ce que veut dire port fast. Donc un mécanisme d'optimisation STP. Donc le port, un port quand il est port fast, c'est un mécanisme, c'est une fonctionnalité de STP qui va pouvoir fonctionner sur un ou plusieurs ports en fonction, et il va se comporter d'une manière, ce qu'on va expliquer par la suite. Maintenant, avant d'entamer le port fast, on va préciser c'est quoi le problème. Donc imaginez, vous avez des périphériques chez nous ici, des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones IP, d'accord. De toute façon, les ordinateurs, on va prendre en compte les ordinateurs. Donc si les ordinateurs, ce sont des clients DHCP, des clients DHCP, c'est-à-dire à un moment donné, il peut y avoir, je ne sais pas ici, un serveur DHCP, pardon. Donc serveur DHCP. Les clients, ils vont au démarrage envoyer une demande d'adressage. Vous savez qu'un client DHCP, il va envoyer des requêtes pour solliciter des adresses de réseau à partir d'un serveur DHCP. C'est-à-dire qu'il va lui dire, donne-moi une adresse pour se connecter au réseau. Maintenant, le problème, il est où? Donc, si les ports, ce sont des ports STP normaux, donc un port STP normal, on va prendre le cas de STP ou bien PVST, c'est qu'il va passer de l'état listening, learning, donc listening c'est LSN, abréviation, learning, et après forwarding. Donc le passage de listening, c'est 15 secondes. Passage de learning à forwarding, 15 secondes. C'est-à-dire, en gros, j'aurai 30 secondes. Ça, si le port n'est pas bloqué, c'est-à-dire, si le port il est bloqué par STP, il va s'ajouter 20 secondes. On a pris le cas, c'est que le port n'est pas bloqué, c'est-à-dire, quand l'interface il est up, c'est-à-dire il est activé, automatiquement il va passer listening, après learning et après forwarding. D'accord. Si STP recalcule, il fait son recalcul, il va tout d'abord bloquer le port pour ne pas avoir de boucle, et après il va le passer en listening, learning, forwarding. D'accord. Donc ça dépend des cas de figure.
Donc, dans les deux cas, 50 ou bien c'est 50 secondes, ou bien c'est 30 secondes. Et 30 secondes pour un client qui demande, par exemple un client DHCP ou un client BootP qui demande un adressage réseau auprès d'un serveur BootP ou bien un serveur DHCP, c'est-à-dire sa requête, quand il vient à ce port, le switch, il va la rejeter. Pourquoi? Parce que le port n'est pas encore en état forwarding. On a dit l'état forwarding, c'est l'état là où le port il va accepter les données ou les trames utilisateurs. DHCP, la requête DHCP de demande, c'est une trame utilisateur. Donc, il va être envoyé par un ordinateur, et d'après la carte réseau ordinateur, il va envoyer cette. Donc, ça, il est classé comme une trame utilisateur. C'est pour cela que les trames utilisateurs ne sont pas acceptées quand le port n'est pas forwarding. D'accord? Listening et learning, ce sont les états là où les trames ne sont bloquées. Listening, learning, jusqu'à learning, jusqu'ici, les trames utilisateurs ne sont pas acceptées. Quand est-ce que les trames utilisateurs sont acceptées? Jusqu'à ce que le port devienne dans l'état stable forwarding. À ce moment-là, le port il peut accepter les trames. Donc, de là à là, c'est-à-dire les trames de demande, le client il va envoyer la première, ça ne marche pas, la deuxième, ça ne marche pas, la troisième, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce qu'on appelle un auto-adressage à partir de l'adresse APIPA du système d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'aura pas les vraies adresses, donc c'est un problème. C'est-à-dire, vous avez configuré votre DHCP dans votre réseau pour qu'il alloue, pour qu'il donne des adresses IP d'une façon dynamique aux clients DHCP. Et à un moment donné, les clients qui sont connectés au switch, quand le port il est initialisé, quand il envoie des trames, les trames ils sont rejetées. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Pas tout simplement parce que le port a mis beaucoup plus de temps jusqu'à ce qu'il arrive à un forwarding. Maintenant, on vient à une fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est voilà, donc le port fast est une fonctionnalité qui permet de faire transiter les ports d'accès. Les ports d'accès. Un port d'accès, c'est quoi? C'est un port normalement qui se trouve dans un switch d'accès et qui est lié à un périphérique final. Donc le port fast est une fonctionnalité qui permet de faire transiter, c'est-à-dire de faire passer les ports d'accès, ceux connectés au client, directement à l'état forwarding. Donc le port fast, qu'est-ce qu'il va faire? Même si le port il est en état bloqué, automatiquement, il va le faire passer en état forwarding. D'accord? Du blocking vers le forwarding. C'est-à-dire, même pas dans des centaines de millisecondes. C'est-à-dire, ce passage, cette transition, on va dire une centaine de millisecondes, pas secondes, millisecondes. C'est beaucoup très rapide. Donc, le port ne transite pas notamment par les états learning et listening. Normalement, listening, c'est avant learning. Si vous avez STP ou bien PVST ou la PVST+, on a listening et learning et après forwarding. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de phase learning ni listening. Directement, il passe dans forwarding. Même si j'ai dit, le port, il est en état bloqué. Il va directement passer forwarding. Le port peut être utilisable dès le démarrage du switch. C'est-à-dire, quand vous démarrez le switch, on a dit normalement, un vrai switch, quand vous le démarrez, vous le mettez sous tension, vous voyez même si les câbles ils sont branchés, vous voyez que les ports, ils ont des voyants lumineux qui sont ambre, à peu près comme l'orange. Ils vont clignoter, c'est-à-dire les ports maintenant, ils sont en phase de transition. Donc, bloqués vers le listening, vers le learning et après forwarding. À un moment donné, c'est pour cela que l'initialisation d'un port avant qu'il soit forwarding est stable, ça dépend. Ou bien c'est 30 secondes, ou bien c'est 50 secondes. Ici, c'est
une fois que vous avez un port configuré avec port fast, un port port fast, automatiquement, quand vous mettez sous tension votre switch, automatiquement le voyant il est vert. Vous ne voyez même pas le voyant qu'il est avec la couleur ambre, la couleur orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le port il est passé directement à l'acheminement, c'est-à-dire qu'il peut accepter les données utilisateurs. Et comme ça, je n'ai plus maintenant le problème de, une fois le switch il est démarré, le port il est initialisé, le client il envoie des ACP, des ACP discover, c'est-à-dire des ACP, un requête DHCP, le port il va l'accepter et il va l'acheminer au serveur DHCP. Donc, permet à certains clients qui démarrent en PXE, donc PXE, la carte PXE, c'est une carte qui démarre à partir du réseau. Donc, parfois, je ne sais pas, dans vos cartes réseau, vous avez les options de boot ou de démarrage. Vous avez, je peux démarrer via USB, via CD-ROM, via disque dur, d'accord? Et à un moment donné, vous avez une entrée via réseau. Donc, si vous démarrez votre carte réseau via le réseau, c'est-à-dire qu'il doit être PXE. La technologie PXE, il permet de démarrer votre ordinateur, ou votre carte réseau, à partir. L'ordinateur, il va démarrer à partir de sa carte réseau pour demander une adresse IP. Une fois il a l'adresse IP, il peut entrer dans le réseau. Bref, toutes les demandes, exemple, demande DHCP, demande bootp, vous avez carte PXE, la même chose, carte PXE, il va demander une adresse au DHCP, il va lancer une requête DHCP. Ils vont être bloqués si le port il est en transition, n'est pas encore stable. C'est pour cela que le port face, il va régler le problème. Si je suis, maintenant le problème il est où? Si je suis sûr que le port à côté, il y aura seulement des ordinateurs, c'est-à-dire des périphériques finaux, ordinateurs ou bien, je ne sais pas, téléphone IP ou bien imprimante, à ce moment-là, vous pouvez le configurer en port fast. Faites attention, si jamais j'enlève ce poste et je mets à la place un switch, qu'est-ce qui va se passer? Le switch, il va commencer à envoyer des PPDU, d'accord? Et le port, il est en forwarding. Ça veut dire, si vous avez votre topologie comme ça, alors il peut aussi avoir, il peut générer ce qu'on appelle une boucle. Pourquoi STP, il fait les transitions? C'est-à-dire, STP, quand il refait le calcul, la première des choses, il bloque le port pour qu'il n'y ait pas de boucle de commutation. Jusqu'à ce qu'il va être sûr quel est le rôle de ce port. Est-ce qu'il va être route, est-ce qu'il va être c'est-à-dire est-ce qu'il va être en forwarding ou bien en bloqué. C'est pour cela que quand STP il va refaire le calcul d'un port, c'est-à-dire vous avez désactivé un port ou bien vous avez arrêté le switch, la première des choses quand il va effectuer, c'est de bloquer le port pour qu'il n'y ait pas de boucle de routage, de boucle de commutation. Et à la fin, il va voir est-ce que ce port il sera en mode forwarding ou bien en mode bloqué. Le problème ici avec port fast, c'est que vous avez un port en forwarding. C'est-à-dire, si vous avez une topologie, si vous liez ce port avec un switch, alors il se peut qu'il y ait une boucle de... Pourquoi? Parce que STP, c'est comme si vous dites à STP ne pas fonctionner ici. Donc, quand vous mettez un port en port fast, c'est comme si vous allez désactiver le comportement normal de STP. Vous allez dire à STP, ne pas faire un calcul, ne rien faire. Automatiquement, je suis sûr que ce port, il est utilisé par un ordinateur et l'ordinateur ne va pas t'envoyer une BPDU. C'est pour cela que je fais confiance à ce qui est connecté à ce poste, c'est-à-dire au matériel qui est connecté à ce port. D'accord? Donc, les périphériques qui ne vont pas, c'est-à-dire qui n'utilisent pas des PPDU, c'est eux qui doivent être liés au port fast. Parce que si jamais un commutateur ou un dispositif qui a même le pont des PPDU, il se peut qu'il y aura une boucle de commutation. D'accord? Donc ça, c'est le port
fast. Donc on va pour aussi se rappeler de ça. Donc on peut dire que le port fast, c'est fonctionnalité permettant au port de contourner, c'est-à-dire de surpasser ou là de contourner les états listening et learning pour passer directement à l'état forwarding. D'accord, donc port fast, c'est une fonctionnalité, on va dire, du switch, donc du STP, permettant au port de contourner les états listening et learning pour passer directement à l'état forward. Bien sûr, on parle ici de STP ou bien de PVST+. Si on va voir la même chose dans un port en RSTP. RSTP, on a dit, il n'y a pas listening, c'est-à-dire qu'il va passer la même chose de bloquer vers le forwarding. Normalement, il va dans PVST ou la STP, il va sauter deux étapes. Par contre, dans Rapid PVST ou bien le RSTP, il va sauter une étape. D'accord, donc port passe donc blocking l'état forwarding, et ça, c'est ce qu'on appelle dans une centaine de millisecondes, même pas une seconde, c'est très rapide. Donc, port fast, il doit être activé sur les ports en mode accès. Ne jamais l'activer sur des ports trinques. D'ailleurs, il ne va pas vous l'accepter. Donc, il y a une autre configuration. Là, on peut le lier à un track. Par exemple, si vous avez un serveur avec une carte spéciale, une carte 802 1Q qui fait le tracking, à ce moment-là, vous pouvez le configurer dans ce port. Bref, le port fast, vous devez être sûr que ce qui va être lié à ce port, c'est un équipement qui n'envoie pas de PPDU. Donc, un serveur, un client, encore, un téléphone. Port fast désactive le comportement normal, on a dit, de STP, et il va exposer normalement donc le switch au danger. Et ici, je dis à un port, tu ne vas pas entrer dans le processus STP, c'est un danger normal. Pourquoi? Parce qu'il va exposer le switch à des boucles de commutation. C'est pour cela que j'ai dit, si vous avez votre... Je vais schématiser. Si vous avez votre switch ici, donc, vous avez un ordinateur, imaginez par oubli, hein, pas forcément par inadvertance, vous, en tant qu'administrateur, vous avez oublié, vous avez enlevé ça, ou là, quelqu'un d'autre, il a branché ce port à un switch, à un autre switch. Et déjà, le port, il est en port fast. C'est ça le problème. Donc, j'ai dit, puisque le port fast, il est directement forwarding, il ne va pas changer d'état, qu'est-ce qu'il va faire? Il se peut qu'il y ait une boucle de commutation. Donc, si vous êtes sûr que ce qui va être lié à ces ports, ce sont des clients ou des périphériques finaux qui n'envoient pas les BPDU, à ce moment-là, vous pouvez le déclarer comme port fast. D'accord? Maintenant, pour protéger contre ça,
pour protéger contre, si jamais le port fast, il reçoit une BPDU. Là, normalement, on doit faire une fonctionnalité, mais normalement, on ne va pas laisser la fonctionnalité comme ça. On va aussi, avec cette fonctionnalité, on va essayer de la protéger, de donner plus d'assurance à notre ruse. Comme ça, même si quelqu'un enlève ça, vous savez qu'avec un poste, c'est-à-dire un hacker, il peut, avec son ordinateur, simuler, faire semblant qu'il est un switch, avec des logiciels, bien sûr. C'est ce qu'on va, Inch'Allah, voir dans la partie sécurité. En tant qu'attaquant, on peut, c'est-à-dire avec notre poste, faire semblant que je suis un switch et envoyer des PB. Même que je suis un PC, je vais envoyer des PB. Donc, PC qui est connecté ici, il va fonctionner comme un switch, il va envoyer des BPD. Quand ce port il reçoit BPD avec port fast, automatiquement il va l'acheminer, puisqu'il est en forwarding et à ce moment-là, on peut avoir du bruit. Donc pour protéger, maintenant on veut protéger, donner une protection à notre port fast. La protection, c'est quoi? La protection, c'est une autre fonctionnalité qui s'appelle BPDU Guard. BPDU Guard. Ça se voit dans son nom, c'est un gardien de BPDU. C'est-à-dire, c'est comme si je vais positionner un gardien sur ce port. Il va surveiller si une BPDU entre. Normalement, quand j'ai dit port fast, c'est-à-dire je fais confiance. Quand vous allez configurer un port fast, c'est comme si vous faites confiance au port et à celui qui est connecté à ce port. C'est comme si vous allez dire, celui qui est connecté à ce port ne doit jamais m'envoyer des BPD. Parce que quand si on envoie des BPD, je peux avoir des boucles de commutation. Maintenant, pour fortifier, pour donner plus de force à votre port fast, en plus de la fonctionnalité port fast, vous allez ajouter une deuxième fonctionnalité qui s'appelle BPDU Guard. Et le BPDU Guard, c'est une fonctionnalité qui va, en général, surveiller les trames qui entrent dans ce port. Une fois il voit une trame entrante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désactiver le port. Donc, une fois il voit une trame BPDU qui rentre dans ce port, il va automatiquement désactiver le port. Donc, pour nous, la BPDU Guard, c'est une fonctionnalité, la même chose, fonctionnalité complémentaire. Complémentaire, c'est-à-dire il doit être ajouté à la fonctionnalité port fast. C'est-à-dire deux configurations. On va essayer de faire deux configurations. Donc, complémentaire qui complète port fast. Permettant de désactiver une interface, une interface, de désactiver une interface qui recevrait un BPDU. Alors, je peux dire alors qu'il n'aurait pas dû. BPDU Guard, c'est une fonctionnalité, la même chose du switch, la complémentaire aussi qui va avec STP, complémentaire à port fast, permettant de désactiver une interface qui recevrait un BPDU alors que normalement il ne doit pas la recevoir. Donc c'est comme j'ai dit, quelqu'un qui va surveiller l'entrée de BPD. Donc une fois une BPD entre, c'est alerte. Hop, il va désactiver pour ne pas avoir de
boucle de commutation. L'objectif, c'est ça. Donc, l'interface recevant le BPDU, il va se placer il se place en error disable. Donc, c'est très important ça aussi, je vais mettre l'interface recevant le BPDU se place en error disabled. Donc, un état qu'on va voir par la suite qui s'appelle error disabled. Il devient désactivé. Désactivé, c'est-à-dire dans l'état désactivé, c'est le même état. Donc, si vous voulez mettre aussi, c'est même, pardon, même état. Même état qu'en cas de violation de port security. Vous vous rappelez des port security? Donc, programme CCNA. Donc, vous configurez la sécurité des ports et vous configurez normalement la violation. C'est-à-dire que vous dites à ce port, une fois vous avez quelque chose il y a des trames qui ne respectent pas les règles que j'ai mis, les règles de sécurité que j'ai placées, essayez de se comporter comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une violation. La violation, vous allez montrer à votre switch comment il va se comporter face à des trames qui ne respectent pas les règles de sécurité. Ça s'appelle la violation. C'est la même chose. Quand BPDU il est placé dans un port, il va surveiller l'entrée des BPDU. Une fois la première BPDU, le premier BPDU il entre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer le port dans Error Disable et automatiquement les ports qui sont placés dans Error et Disable ils seront désactivés. Down. Et s'il est désactivé, c'est-à-dire aucune autre trame ne doit passer. Et c'est ça, normalement, il va me protéger contre la formation de boucles de niveau 2. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis port fast et automatiquement port fast dans STP, il doit être complémenté, là, il doit être accompagné aussi d'une autre fonctionnalité supplémentaire qui est le BPDU guard. Clair? D'accord? Donc, maintenant, je vais, pour aller un petit peu plus loin, enfin, donc on a compris maintenant, très bien, d'accord? Donc, on a compris maintenant le principe de porte-face, qu'est-ce qu'il fait, et aussi BPDU guard, qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, on va les comparer entre les deux protocoles. STP, commençons par STP. Donc STP, quand je dis STP, et aussi les protocoles qui ont été inspirés de STP, genre PVST, ce qui nous intéresse, nos PVST+, d'accord? On ne va pas plus parler de PVST, PVST+. PVST+, la même chose. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a porte-face. Donc, porte-fast, c'est-à-dire quand il est configuré avec STP ou bien PVST+, le comportement, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire l'objectif du porte-fast, c'est de faire transiter rapidement un port de l'état bloqué vers le forwarding. Bon. Sauf que le porte-fast de STP, PVST, ne comprend pas de protection.
il n'y a pas de protection, d'accord? Il n'a pas dedans, donc c'est une fonctionnalité seule qui est port fast. C'est-à-dire il faut le combiner si vous êtes dans STP ou bien PVST+. Si vous configurez des ports port fast, vous devez ajouter la fonctionnalité BBT UGuard pour qu'il protège en quelque sorte le port. D'accord? La différence est dans RSTP. La version Cisco, c'est Rapid PVST. Le comportement, c'est le même, sauf qu'il y a un petit changement, une petite différence. Déjà, dans RSTP, le port, ça s'appelle port edge. Un port, comme on dit, un port de périphérie, un port périphérique. Edge, c'est-à-dire c'est comme le bord périphérique. Hein. Pourquoi ils l'ont appelé port edge périphérie? C'est-à-dire c'est le dernier port, là, dans la topologie, c'est le dernier port là où les ordinateurs vont être liés, hein, frontière. C'est un port de frontière. Pour edge, c'est quoi? C'est port fast, une protection de BPD. Protection, on a contre. C'est-à-dire déjà, la version rapide PVST, c'est une version améliorée que STP. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire la même chose, port fast, mais dans la fonctionnalité port fast, on va intégrer une protection innée. Dans la fonction, il y a une petite protection, on va l'appeler une petite protection. Une protection contre BPD. C'est-à-dire, en même temps, le port edge, il fait l'affaire de port fast, hein, c'est-à-dire, il passe du blocking automatiquement vers le forwarding, mais il a une protection contre, c'est-à-dire, une fois le port reçoit la première ou le premier BPDU, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas désactiver. D'accord? Mais il va changer le rôle du port. Ici, avec port fast, si, on va dire, si on reçoit un BPDU, le port ne change pas, change pas d'être. Il reste en forwarding. D'accord? Le port, si vous avez le protocole STP ou bien PVSTP+, si vous configurez les ports en port fast, ils passent directement du blocage vers le forwarding, mais une fois le port, il reçoit le premier BPDU, qu'est-ce qu'il va? Il reste dans l'état forwarding, il ne change pas. C'est pour cela que obligatoire pour protéger le PVST et le porte-face dans PVST plus STP, vous devez l'accompagner avec BPD UGuard. Mais seul, il n'y a pas dedans une protection. Maintenant, avec rapide PVST ou bien le RSTP standard, la même chose ici, on a une petite protection, c'est-à-dire si le port reçoit le BPDU, le port change d'état et devient un port RSTP normal. Donc, s'il devient un port RSTP normal, ça veut dire
il va rentrer dans le calcul RSTP. Et vous savez que toujours STP ou bien RSTP, quand il commence un nouveau calcul, la première des choses qu'il faut, c'est bloquer le port. Bloquer d'abord le port et après on verra est-ce qu'il devient forwarding ou bien bloqué. Mais de toute façon, avant chaque calcul, tout d'abord bloquer pour ne pas avoir de boucle. Vous voyez les différences. Donc avec STP, le port ne change pas. Il reste forwarding et c'est ça le problème. Le grand danger, c'est que quand il reste en forwarding, ça engendre une boucle de commutation. RSTP comme port edge, ils ont entré dedans la fonctionnalité port fast, mais avec une protection contre le BPDU. Cette protection, c'est quoi? C'est quand le port fast ou la port edge, il reçoit le premier BPDU, qu'est-ce qu'il va faire? Le port, il devient un port normal RSTP, et quand il devient un port normal, c'est-à-dire que le RSTP, il va faire le recalcul, il va calculer pour voir quel est l'état de ce qui va occuper ce port. Mais avant de faire le calcul, la première des choses qu'il va faire, c'est bloquer d'abord le port et après, on verra quel état il aura. Donc, vous remarquez que quand même, c'est une protection. D'accord? RSTP, on peut aussi ajouter la fonctionnalité BPDU-Guard. Bien sûr, si on ajoute BPDU-Guard, c'est-à-dire vous le configurez, toujours BPDU-Guard pour STP ou bien pour RSTP, il fait la même chose. Il va placer le port dans Error et Disable et il va le désactiver. D'accord? Prenez ça en tête. La fonctionnalité BPDU-Guard, quand il est configuré dans STP ou bien RSTP ou bien n'importe quel protocole, l'objectif c'est une fois le BPDU il rentre dans le port il rentre dans ce qu'on appelle Error Disable et par la suite il devient désactivé. Et quand il devient désactivé, c'est-à-dire rien ne passe dedans. Même STP ne l'entre pas dans son calcul. Clair? Cette différence entre port edge et port fast. Donc, d'abord, on va utiliser les termes port fast, mais même si maintenant dans RSTP, vous allez entendre port fast dans le protocole RSTP, c'est la même chose, d'accord? Mais normalement, c'est un port edge. Après, si vous entendez, ils ont laissé d'ailleurs la même commande, d'accord? Donc, port fast, quand on parle port fast, que ce soit dans STP, PVSTP+, RSTP ou la rapide PSTP, donc, pour vous, il faut savoir que quand on parle de port fast dans RSTP, rapide PSTP, c'est port edge. Qui a le port fast lui-même, plus une petite protection qu'on a dit, le port, il va changer d'état, il va devenir un port normal qui participe au calcul. Donc la BPDU, garde, c'est une fonctionnalité qui va surveiller le port. Une fois le BPDU entre, automatiquement, le port il sera désactivé. Donc s'il est désactivé, c'est-à-dire ne laisse rien passer, bien sûr, il est protégé contre les boucles. D'accord? Donc, je veux, s'il vous plaît, votre feedback. S'il n'y a pas de problème, tout est clair. D'accord. Les autres, s'il vous plaît, répondez-moi. Très bien, d'accord. Voilà, on va poursuivre. Maintenant, on passe la configuration. On va reprendre sur notre schéma, notre topologie. Donc, pour configurer le port fast, on a deux méthodes. D'accord? Une méthode en mode interface et une méthode en mode configuration globale. Donc, on va passer par mode interface. Maintenant, je vais, à votre avis, normalement, sur quel commutateur je vais pouvoir configurer le port fast. Donc, on a dit le port fast sur les commutateurs, là où il y a des périphériques finaux qui sont branchés, des ordinateurs.
Donc, OU le switch numéro 1, je ne vais pas normalement configurer puisqu'il n'a pas des ordinateurs. Par contre, C2, j'ai le port Ethernet 02, là où le PC1 il est branché, je dois le configurer en port fast. Donc, je dois entrer la première, on a dit, méthode, c'est en interface. Donc, interface Ethernet 0/2, c'est l'interface là où le PC1 il est connecté. Donc, spanning tree, la commande, port fast edge. Et là, normalement, même si je suis dans PVST, donc la commande port fast, ils ont laissé edge, d'accord? Donc port fast edge. Maintenant, si vous êtes dans packet tracer, vous avez spanning tree port fast, d'accord? Ici, avec ces commutateurs, si je mets port fast, il ne va pas me l'accepter, donc il va me dire, je dois mettre edge. Voilà, donc une fois que je mets entrée, j'ai un avertissement, warning. Il y a port fast should only be enabled on ports connected to a single host. Donc, bref, donc c'est un avertissement. Il va me dire que ce port fast, il doit être connecté seulement à un poste unique. Déjà, le port, il doit être lié à un ordinateur ou à un hôte unique. Donc, si vous le connectez au hub, switch, pont, normalement, ils peuvent vous causer des bridging loops, des boucles de commutation. Là, c'est un avertissement. Il va vous dire, voilà, normalement, ce que vous avez fait comme configuration, soyez sûr que ce port, il doit seulement avoir un lien avec un seul hôte, un ordinateur, ou bien un serveur, ou bien, comme j'ai dit, un téléphone IP. Mais si le port, il sera connecté à un commutateur, c'est-à-dire un pont, un commutateur, alors vous pouvez avoir des boucles de commutation. Et en bas, il m'a dit port fast has been configured on Ethernet, but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. Il est configuré, il a accepté la commande, mais il va vous dire il ne doit prendre effet, c'est-à-dire il doit être effectivement appliqué que si l'interface n'est pas en mode trunk. Bien sûr, il est en mode accès. C'est pas d'accord. Les interfaces en mode accès, c'est les interfaces là où les ordinateurs ils vont être liés. Donc, deux avertissements différents. Le premier, il va vous dire, soyez sûr que ce qui est lié, le port, c'est un hôte, un seul hôte, un seul nœud. Et deuxième, c'est soyez sûr que le port, il est en mode accès et pas en mode trunk. Voilà, par défaut, le port, c'est pas en mode, par défaut, ils sont en mode accès. Je n'ai pas fait de configuration de trunk. Donc, c'est pour cela qu'il va prendre effet. Donc, la deuxième, pour vous le montrer, donc c'est en mode configuration globale. On peut aussi configurer la commande, c'est spanning tree, toujours port fast, edge default. Donc, cette commande, il permet de rendre tous les ports du switch port fast. D'accord? Donc, si vous avez plusieurs ports, là parfois, vous avez un switch, comme j'ai dit, niveau accès, où vous avez tous les ports, ils doivent être connectés à des clients. Donc, ce n'est pas la peine de... Vous pouvez mettre range, d'accord? Range, par exemple, si vous avez range Ethernet ou la fast Ethernet plus giga, vous pouvez intégrer tout ça dans range. Mais il y a aussi une manière, c'est que en mode configuration globale, je peux configurer avec spanning tree port fast edge default, il va automatiquement l'appliquer à tous les ports. Par la suite, vous pouvez entrer
si vous l'avez appliqué comme ça, par exemple, en mode configuration globale, vous pouvez revenir. Par exemple, si je viens à ce switch, Ethernet switch OU2, et je fais cette commande. C'est-à-dire, il va me l'appliquer sur tous les ports. Après, je vais venir dans Ethernet 00, Ethernet 01, et je peux le désactiver. Vous rentrez dans ces deux interfaces et vous mettez un No Span Entry Port Fast Edge. D'accord? Pour le désactiver, parce que ça, c'est normalement, il ne doit pas être activé sur un port là où il y a un switch qui est connecté. Donc, Port Fast ne doit pas être connecté en face, le lien là où il y a un switch connecté. C'est à vous de voir maintenant. Donc, vous avez la possibilité, plusieurs méthodes. Là, les deux méthodes qu'on a citées tout à l'heure, ou bien en mode interface, ou bien en mode... Moi, je préfère plus le mode interface, comme ça, vous êtes sûr que ce que vous faites, n'oubliez rien. Donc, ce que vous faites, c'est-à-dire vous choisissez vous-même quelles sont les interfaces qui peuvent être porte-face. Voilà. Donc, je vais ne pas faire ça, donc je vais annuler. D'accord, en mode interface, si vous voulez annuler, vous mettez ici un no. On a dit toujours la même commande, précédée d'un no, il va annuler la commande. C'est pour ça que j'ai dit, si vous le configurez en mode global, vous pouvez toutefois entrer dans les interfaces là où vous voulez annuler porte-face et vous mettez dans l'interface no span entry porte-face edge. Donc je vais le laisser. Maintenant, on va tester le fonctionnement de porte-fast. Donc je vais pouvoir déjà un show pour voir ce que ça va. Donc show span entry. Remarquez maintenant, en face du protocole du port là où j'ai appliqué, il y a une information edge. D'accord? Donc edge, ça veut dire que edge port. On a la fonction de edge port. D'accord? Et pour vous montrer que ce port il est configuré avec port fast. Ça se voit de là. Je peux aussi mettre un show. Je vais vous montrer les shows, comme ça vous vous habituez au show. Donc show spanning 3 interface, je l'ai appliqué 0/2 port fast. Voilà, il me dit que voilà, il est activé, enable, faire de l'interface. Si je fais la même chose, je ne sais pas 0, interface 0,0, il est disabled. Faire de l'interface 0,0, ce n'est pas appliqué. Donc, pour voir est-ce que l'interface, il est en porte-face ou bien non. D'accord? Donc, on va essayer maintenant de, comme j'ai dit, de tester le fonctionnement de porte-fast. Je vais enlever le PC et mettre à sa place un commutateur. D'accord? Je vais enlever le lien qui est là. Voilà. Delete. Et je vais intégrer un autre commutateur. Je vais le brancher. Ethernet 0,2, le port fast. Je démarre le switch et on va suivre qu'est-ce qui se passe. Donc, pardon, je l'ai configuré OU1, d'accord, port fast, OU1 c'est ça, donc je dois le configurer OU2. Switch 2, pardon, donc c'est, d'accord. Est-ce que vous suivez? Je dois le configurer, ce qui est sélectionné ici en haut, si vous voyez,
J'ai pas fait attention, donc ce qui est sélectionné, c'est OU2. Donc j'ai configuré le port fast, alors que 02, EU2, il n'y a rien de branche. Donc je vais faire la même chose, mais OU2. Donc je vais refaire, je vais supprimer ça. Et créer le port face dans OU2. Donc c'est la même. Donc interface Ethernet 02, running tree, port fast edge. Voilà, il me donne le même avertissement. Donc, maintenant, le port show spanning tree, le port il est edge, d'accord, sans problème. Je vais essayer maintenant de connecter un switch à ce port. Normalement, ce port ne doit pas être connecté à un switch. On va voir le comportement. Maintenant, une fois que je branche le switch, les switches ils vont échanger les BPDU. D'accord? Donc, show spanning tree. Remarquez, le port, il est toujours en forwarding. D'accord? Mais il n'y a plus l'edge à côté. Et toujours, il va laisser passer les... Donc, il est en mode forwarding. Donc, si je mets un exemple, par exemple, maintenant, les PC, ils peuvent pinguer, d'accord? Si jamais je dois surveiller de plus le port, qu'est-ce que je dois mettre? J'ai dit, fortifier ou là, forcer le port avec BPDU guard. Donc le BPDU guard, la même chose, donc on peut le programmer. Donc je vais entrer interface, toujours Ethernet 0.2. Non, la même chose, BPDU guard, ou bien c'est en interface, ou bien en global. Donc commencez par mode interface. Toujours les commandes, ça se commence par spanning tree. Et maintenant, c'est BPDU guard. D'accord. Je mets, voilà, on a enable et on a disable. C'est-à-dire BPDU guard, pour le désactiver, vous avez disable. Vous pouvez mettre un no spanning tree BPDU guard, d'accord, enable, mais il a sa propre commande pour désactiver le BPDU guard. Non, pour nous, c'est enable. Donc, je vais activer aussi pour ce port BPDU guard. Donc, je vais supprimer le voir. Remarquez, maintenant, puisqu'il il met jump to forwarding. Il n'y a pas listening, learning, jump. Hein? C'est comme un saut. Une fois, je le désactive, je l'active, shutdown, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a le port Ethernet 0, jump to forwarding. Hein? Remarquez, no time. Il n'y a pas le temps, même pas. Hein? C'est immédiat. En comparant ça avec ça. Hein? Immédiat. Donc, une fois, il est up, automatiquement, il passe en mode forwarding. Donc, jump to forwarding, from blocking, c'est-à-dire il passe de blocking à forwarding dans presque rien, donc sur le jeu. Maintenant, on va voir le comportement. Maintenant, le port, il est port fast et en plus, il est BPDU guard. Je vais enlever le poste.
Maintenant, il fonctionne convenablement puisque le poste n'envoie pas des BPDU. Donc, je vais pouvoir supprimer le poste et mettre à la place un switch qui va normalement, une fois il est branché à notre switch, il va envoyer des BPDU. Et on va voir ce qu'il va faire. Remarquez, automatiquement, qu'est-ce il a fait? Il a affiché un syslog, spanning, qui a envoyé le syslog, c'est spanning tree, et m'a dit bloc BPDU guard. Received BPDU on port 02. Normalement, 02, c'est port fast. Il a reçu BPDU, il m'a dit j'ai reçu un BPDU on port in BPDU guard enable. Un port là où le BPDU guard il est activé. Disable port. Et il a entré en erreur disable. Voilà. Donc, remarquez, c'est très important à ces étapes. Donc, le BPDU guard, une fois il a reçu le premier BPDU, il m'a averti et il a dit maintenant je vais placer le port dans l'état qui s'appelle error disable. BPDU guard error detected en put in, hein, il va mettre in error disable state et après qu'est-ce qu'il a fait? Down. Il m'a dit maintenant le Ethernet 02 il est down. Et s'il est down, ça veut dire qu'il ne peut rien laisser passer. Et il m'a protégé bien convenablement contre les boucles de commutation. Vous voyez l'intérêt. Donc, comme j'ai dit, si vous travaillez avec STP ou bien PVST, porte-face, vous devez l'accompagner avec le BPT guard. Pourquoi? Tout simplement parce que le porte-face ne change pas d'état, il reste dans l'état forwarding. D'accord? Maintenant, pour revenir à l'état, maintenant, j'ai fait une erreur, ou là, je dois, si je reviens, je relis le PC, normalement, qui ne va pas envoyer les BPDU, rien n'en marche. Pourquoi? Parce que toujours le port, il est en état d'essai. Donc, pour voir le statut des ports, on va mettre un show interface status. Ici, remarquez, tous les ports ils sont connectés, en statut connecté, sauf le port E02. Le port E02, avec cette commande, il va vous montrer. Cette commande, il est spécifique pour les switches. D'accord? Show interface status, ça n'existe pas dans les routeurs. Donc, si vous voulez voir le statut des ports qui sont dans un switch, donc show interfaces status. Maintenant, c'est clair, il m'envoie, il dit que l'Ethernet 02, il est placé dans le statut error disable. Et moi, je sais que si le statut il est error disable, c'est-à-dire que le port, il est désactivé et ne laisse rien passer. Donc, ce port, il va rester dans cet état jusqu'à ce que j'entre dans le port et je mets un shutdown, no shutdown. D'accord? Donc, vous devez entrer dans le port, donc interface Ethernet 0/2, mettez un shutdown et puis un no shutdown. Maintenant, je mets un show spanning tree. Remarquez le port, il revient port fast. Si je mets un show interface status, maintenant le port il est connecté, c'est-à-dire il revient à sa configuration initiale. D'accord? Donc si vous avez un port qui est placé en error disable et il est devenu désactivé, down, pour le réactiver, vous devez entrer et mettre un shutdown en premier et après un shutdown. Bien sûr, si le switch il est toujours connecté, à chaque fois vous mettez un shutdown, il va revenir down. Pourquoi? Parce que à chaque fois le BPD il est reçu, il va le faire tomber en désactivé. C'est pour cela que j'ai branché maintenant un poste. Maintenant il est actif. On va faire la même chose et je vais vous montrer une autre manière beaucoup plus professionnelle pour configurer un intervalle de temps. Automatiquement le port il sera
active après un certain temps. Ce n'est pas la peine que l'administrateur, à chaque fois il entre dans les ports, il va mettre le shutdown, d'accord, shutdown, le shutdown. Donc je peux configurer une manière automatique avec un temps. Une fois un temps il est écoulé, automatiquement le port il devient et revient actif. D'accord. Donc en premier, je vais supprimer le lien et remettre le switch pour que le port tombe en error disable down. Donc si je reviens, la même chose, j'aurai error disable, le port il est down. Donc show status, voilà, error disable. Donc il y a une commande pour voir quelle est la cause. Par exemple, vous mettez un show interface status, vous avez error disable, vous ne connaissez pas quelle est la cause. Donc je vais vous montrer une commande pour voir réellement qui a causé la violation de telle sorte le port il est tombé en error disable. Donc la commande c'est show status interface status error disable. Voilà. Donc show interface status error disable. Qu'est-ce qu'il va? Il va m'afficher quels sont les ports qui sont en error disable. Il m'a dit Ethernet 02. Le statut c'est error disable. La reason BPD UGARD, c'est-à-dire le BPD UGARD qui a mis le port Ethernet 02 en error disable. Ça c'est très important pour parfois vous avez ce statut et vous ne connaissez pas quel est. Vous avez peut-être configuré le port sécurité. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont tomber le port en error disable. Donc pour être sûr quelle est la cause de error disable, c'est la commande. Maintenant, on va pouvoir configurer toujours le port il est down. On va configurer un intervalle de temps. Une fois l'intervalle de temps il est écoulé, automatiquement le port il sera actif. Donc en mode configuration global, la commande c'est error disable. Donc maintenant sans le tirer, error disable. Recovery. Cause. La cause normalement qui a causé error disable pour moi c'est BPDU garde. Donc il faut mettre les ports ils peuvent être de plusieurs causes. Donc un qui est en error disable, pourquoi? Parce qu'il y a une violation de port sécurité, l'autre BPDU garde, l'autre je ne sais pas. Donc il faut préciser quels sont les ports que vous voulez qu'ils soient actifs en fonction de quel type de violation. Donc pour moi c'est le BPDU qui a causé ce error disable. Donc je vais mettre un error disable recovery, c'est-à-dire le rendre actif. Ces deux commandes. La deuxième commande, c'est la même chose, error disable. Donc recovery. Maintenant, je vais entrer un intervalle. Intervalle. Donc l'intervalle, si je mets point d'interrogation, l'intervalle c'est entre 30 secondes et 86 400 secondes. C'est-à-dire entre 30 secondes et 24 heures, une journée. Donc c'est à vous deux. Maintenant, on va mettre 30, la plus petite, pour faire un test. C'est-à-dire, une fois ces 30 secondes, ils vont écouler, automatiquement, le port devient actif sans intervention de l'administrateur. C'est pas à chaque fois l'administrateur il rentre dans les interfaces, il va mettre shutdown ou shutdown. Donc, pour vérifier, je vais mettre un show show interface error disable. D'accord, maintenant, pour voir le timer, je vais mettre un show error disable recovery. Remarquez, c'est ça les causes qui peuvent faire tomber un port en error disable.
ARP Inspection, BPT UGARD, Channel Micros, d'accord. Parmi autres, ce que vous connaissez maintenant, c'est BPT UGARD et Port Security Violation, donc la sécurité des ports. La même chose. Donc tout ça, ils sont disable, c'est-à-dire j'ai pas mis un timer ou une recovery, mais seulement enable qui est BPT UGARD. Donc j'ai configuré BPT UGARD à ce qu'il soit fonctionne. Donc, mais bien sûr, je vais rendre ça. À chaque fois, si le switch il est toujours connecté, après 30 secondes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre actif et après, il va le faire down. Après 30 secondes, il va le rendre actif et après, désactiver. Donc, on va jouer ça. Donc, c'est pour cela que je vais lier le vrai poste, pardon, en phase 0, 2. Donc, la première, donc, parce que déjà il était down, d'accord, je vais mettre entrer dans l'interface et mettre un shutdown, no shutdown. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà il était en error disable. Donc maintenant, j'aurai pas besoin de même de shutdown, no shutdown. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça pour avoir la même. Je vais reconnecter pour avoir error disable. Voilà, donc j'ai l'error disable. Voilà. Maintenant, je vais ça. Donc, on va attendre 30 secondes. Donc, je vais voir. Regardez. Maintenant, c'est 30 secondes. Avant, il était 300. Par défaut, c'est 300 secondes. Et vous avez une décrémentation du compteur. Donc, la même commande. Maintenant, remarquez le message qui va me faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Un syslog. Error recover. Attempt to recover from BPT UGARD. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Jump to forwarding from blocking. Le port, il est up. C'est-à-dire, automatiquement maintenant, avec l'error disable recovery, après un certain temps, l'intervalle de temps, une fois il est expiré, le port il devient actif tout seul. Vous voyez l'intérêt. Donc c'est pas à chaque fois je vais entrer dans l'interface. Donc à chaque fois, on va refaire la même problème. Donc je vais enlever ça. Je vais reconnecter. Toujours error disable, down. Pourquoi? Parce que BPTE il a détecté BPT UGARD, il a détecté BPT. Donc on va laisser, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre 30 secondes, il va le rendre up. Et après, puisque toujours il est connecté, après il va le rendre down. D'accord? Donc c'est 30 secondes, je vais voir le timer. 2 secondes, voilà, il reste 2 secondes. Voilà, maintenant, error disable state. Automatiquement, il a aussi, puisque parce que j'ai laissé le câble lié à un switch. C'est-à-dire, une fois il veut l'activer, il reçoit BPT et il désactive. Mais par contre, si j'enlève de là et je le branche sur un autre qui n'envoie pas les BPDU, donc après 30 secondes, voilà, il est up, automatiquement, sans rentrer dans l'interface, mettre un shutdown, un shutdown. D'accord? Le feedback, s'il vous plaît, pour voir est-ce que vous suivez, vous avez compris. Les autres, oui, très bien, c'est bon. Les autres, répondez, s'il vous plaît. Très bien. D'accord. Je vais vous montrer quelques autres, commandes. Par exemple, si je veux afficher quel est le route bridge, donc show spanning tree route. Donc la commande show spanning route, il va m'afficher
quel est le... Donc, pour le VLAN 1, route ID, il a la priorité ça, et là, l'adresse MAC, c'est-à-dire ça, c'est le BID du route bridge. Le coût, le hello time, il est paramétré à 2 par défaut, le max age, vous vous rappelez de ces intervalles, on l'a déjà expliqué sur la séance précédente. Forward delay, et il est lié pour moi, donc je suis switch 2, je suis lié au switch racine avec l'interface Ethernet 0.0. Même commande pour afficher les blocked ports. Quels sont les ports bloqués? C'est pas la peine de mettre un show spanning tree pour voir. Hein. Automatiquement, il va m'afficher est-ce que ce switch il a des ports bloqués. Il m'a dit okay, il n'y a aucun port bloqué. Par contre, si je vais dans switch 3, donc show spanning tree blocked ports, donc il me dit que le port Ethernet 0.1, c'est lui qui est bloqué. Donc segment, donc quand on a dit quand un port il est bloqué, tout le segment n'est pas opérationnel. Il y a comme donc show spanning qu'on a vu en premier sur summary, c'est plus de détails, c'est très important ces commandes. Plus de détails, parmi les détails en bas, il va me donner les ports bloqués, list nil, d'accord. Ici, le forwarding, c'est 15, ou l'actif, c'est 16. Puisque mon switch, il a 16 ports. Les switches, ils ont 16 ports. Il me dit que il est bloqué. Parce que le port bloqué, il est actif, d'accord, pour STP. Il peut participer au calcul. Donc, la commande, ce qu'il faut éviter pour désactiver, no spanning tree, VLAN, par exemple 1. Pour désactiver spanning tree, si vous avez votre switch, il a seulement VLAN 1, c'est pour le désactiver dans tout le switch. Si votre switch il a plus de VLAN, vous pouvez le désactiver. Par exemple, PVST+, on peut le désactiver VLAN 1, mais il reste actif VLAN 2. Mais normalement, à éviter, c'est déconseillé pour vous montrer. C'est la même chose si vous avez votre spanning, il est désactivé. Pour l'activer, c'est spanning tree VLAN 1. Mais par défaut, le STP, il est activé dans les switches. Si jamais, je ne sais pas, vous êtes devant un switch et quelqu'un s'est amusé à désactiver le spanning tree, vous savez quelle est la commande qui permet d'activer le spanning tree. Donc, spanning tree VLAN 1. Voilà, donc on a déjà, si vous vous rappelez, travaillé avec l'équilibrage de charge de PVST. Donc, vous voyez, dans le présentiel, on a fait un TP. Donc, on peut le reproduire par la suite. D'accord. D'accord. Vous vous rappelez de l'équilibrage de charge qu'on a fait pour PVST. Donc, on va essayer de suivre. Donc, les gens qui ont l'autre fois du mal à suivre avec moi. Donc, on va essayer de créer trois VLAN. Donc, l'objectif que j'ai dit, c'est parfois, si vous avez entre deux switches, je vais prendre un exemple. Vous avez entre deux switches, vous avez 4 liens. Seulement, on a dit un seul qui sera utilisé. C'est-à-dire les 3 ne seront pas utilisés. La même chose. J'ai ici, normalement, ce port, il est désactivé. Mais puisque j'ai VLAN 1, c'est-à-dire il est désactivé pour VLAN 1. Maintenant, on va créer 3 VLAN. D'accord? Il y a 2 VLAN, ce que vous voulez. Ce qui est vrai pour 2 VLAN, il sera vrai aussi pour 10 VLAN, pour 50 VLAN. Donc, le principe, c'est de comprendre le principe de fonctionnement. Donc, pour moi, je vais, pour cette topologie, créer 3 VLAN. Donc, on va commencer par OU1. Je vais libérer un peu d'espace.
Donc, VLAN 10, par exemple, 20 et 30. Si je mets un show VLAN brief, voilà, vous remarquez que mes VLAN ils sont créés. La même chose, je vais la mettre dans les autres switches. T, VLAN, la même chose, 10, 20 et 30. Et de même pour VLAN 10, 20 et 30. Donc, si je crée les VLAN, ça ne veut pas dire que STP il va fonctionner dans les VLAN. Donc, pour que PVST plus ou bien rapide PVST plus, les protocoles STP qui fonctionnent par VLAN puissent travailler par VLAN, vous devez avoir des trinques obligatoires. D'accord? Ça veut dire, ces liens, ils doivent être trinques. Les liens entre les switches. Pour que PVST plus et rapide PVST plus fonctionnent par VLAN, si vous avez plusieurs VLAN, obligatoirement, vous devez créer des trinques ici. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Quand vous pensez plusieurs VLAN, des instances par VLAN, je dois avoir un protocole qui fonctionne par VLAN, vous devez aussi penser qu'entre les switches, il doit y avoir un lien trinque. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais configurer les liens trinques. Je vais commencer par le switch 1, numéro 1. Les ports qui vont être trinques pour switch 1, c'est 0, pardon, switch 1, c'est ça, donc 0, 0 et 0, 2. Plutôt 0, 0 et 0, 1. La même chose. Au lieu 2, il doit avoir ces deux trinques. Au lieu 3, au lieu 0 et 1. Bref, les liens entre les switches, ils doivent être trinques. Si vous avez deux liens, la même chose. C'est deux, c'est-à-dire ça c'est trois ports qui doivent être trinques. Ça c'est aussi trois ports qui doivent être trinques. Donc, en fonction des liens que vous avez entre vos switches. Donc je vais commencer par IU1, c'est-à-dire le switch numéro 1. Je vais entrer en mode interface pour regrouper les deux. Je vais mettre un range, l'intervalle de Ethernet 0, 0, RAID 6, 1. La commande, ici, je ne suis pas un paquet tracer, vous pouvez directement mettre un donc switch port mode trinque. Si vous avez VLAN native changé, vous pouvez mettre native, d'accord. Là maintenant, si je mets moi ça, il ne va pas me l'accepter. Donc les switches aimés, les switches niveau 3 et tout ça, vous devez parfois préciser quel type d'encapsulation vous voulez pour parce que ils gèrent, par exemple les switches Cisco, ils préfèrent en premier leur protocole qui est ISL. Hein, vous vous rappelez de ISL? ISL, Inter-Switch Link, c'est le protocole de trunking propriétaire Cisco. C'est pour cela Cisco, il préfère faire ça en premier. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre .1Q. .1Q, c'est le standard international. Il vaut mieux utiliser .1Q. C'est beaucoup plus pratique, plus fluide que ISL. Donc c'est pour cela qu'avant de mettre le mot trunk, je vais switch port. Donc switch port, trunk, encapsulation. Donc si je mets ici, remarquez, l'encapsulation gérée, .1Q, ISL ou bien en DTP, négocié, c'est-à-dire je vais activer
protocole DTP qui négocie le trunking d'une manière automatique. Maintenant, ce que je veux, c'est DTP. DTP, c'est I3E802.1Q. Donc, .1Q, abréviation. Et après, je peux mettre switch port mode trunk. Maintenant, il va me l'accepter sans problème. Après, la même chose, je dois mettre feu. Donc, pour ne pas perdre assez de temps, donc je vais mettre un show run interface net 0 1 ou la 0 et je vais copier les mêmes commandes, je vais les reproduire les autres. Donc, copier, je vais entrer en mode interface range. Toujours switch 2, c'est le même, donc Ethernet/00 jusqu'à 1. Et je vais copier les mêmes commandes. La même chose, 3. Donc interface range, donc la même chose, range Ethernet 00 jusqu'à 1. Les mêmes commandes. Voilà, donc si je reviens maintenant à show interface trunk, je vois que les trunks ils sont montés. Donc vous vous rappelez l'autre fois on a parlé on, c'est-à-dire j'ai précisé mon trunk. Il n'y a pas de négociation, c'est trunk. C'est bon, donc les VLAN allowed and active, donc 1, 10, 20 trônes, c'est que le PVST maintenant il peut fonctionner. Donc si je mets un show spanning tree, je dois avoir pour chaque VLAN son instance, donc les informations pour chaque VLAN. VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. D'accord. Comme ça, on a l'instance et se calcule par VLAN. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Vous vous rappelez l'autre fois, on a dit switch 1, switch 2 et switch 3, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque l'instance il va se calculer ici, ils vont trouver quel est le route bridge dans VLAN 1. Il va se baser sur quoi? Sur le BID, toujours. Donc je vais mettre des couleurs différentes pour le VLAN comme ça. Donc VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. D'accord. Maintenant, les switches dans VLAN 1, ils vont choisir quel est le route bridge. La même chose, les 3 switches dans VLAN 20, ils vont choisir quel est le route switch. Et la même chose, les 3 switches dans VLAN 30, ils vont choisir quel est le... en se basant sur le BID de chaque. Donc, si on prend VLAN 10, c'est ça. Priorité des switches, toujours, c'est 32 768 par défaut, plus, si vous vous rappelez, le ID VLAN, donc le système extended, l'identifiant système étendu, qui est 10, ça va devenir 78 ici, 32 778. Le deuxième switch, il a la même chose, 32 000 plus 10. Troisième, la même chose, 32 768 plus 10. Les tous, ils sont dans le même VLAN qui est 10. Ce qui fait à un moment donné, on va trouver qu'ils ont tous la même priorité. Donc, qui va faire la différence si les priorités des 3 switches ils sont égales? Ce qui va faire la différence, c'est l'adresse MAC. C'est l'adresse MAC la plus petite. This bridge is the root, c'est-à-dire cette adresse MAC, c'est la plus petite. La plus petite des 3 switch dans VLAN 10. On va faire le même raisonnement dans VLAN 20.
Si on va maintenant dans VLAN 20, qu'est-ce que vous remarquez? Dans VLAN 20, en VLAN 20, la priorité c'est quoi? Par défaut, c'est 32 760 et toujours, c'est la même priorité. Mais maintenant, c'est plus 20. Pourquoi? Parce que l'ID VLAN, c'est 20. Donc, on va retenir seulement le dernier chiffre, 68 plus 20, ça donne 88. C'est-à-dire, les trois switches, ils ont aussi la même priorité. Donc, qui va faire la différence? C'est le switch qui est l'adresse MAC la plus petite. Et on va se retrouver que toujours, c'est le même switch qui a la même adresse MAC plus petite, c'est lui qui est toujours le route bridge, les trois VLAN. C'est-à-dire, on va trouver que OU1, switch 1, il est route bridge dans VLAN 1, dans VLAN 10, dans VLAN 20, dans VLAN 30. Et même si vous créez 100 VLAN, il va toujours être le route bridge des 100 VLAN. Pourquoi? Parce que par défaut, l'instance il va se calculer par VLAN. Les switches, ils vont comparer leur priorité, ils vont la trouver par VLAN qui est la même. Ils vont passer à celui qui a l'adresse MAC la plus petite. D'accord? VLAN par VLAN. Donc toujours, c'est le même switch qui sera élu le route bridge de tous les VLAN. Donc, pour faire l'équilibrage de charge, et tu vois l'intérêt, équilibrage de charge, ça veut dire, je vais utiliser tous les, par exemple, si je laisse comme ça les VLAN, j'aurai toujours ce lien, il est désactivé. Si le port est désactivé, tout le lien n'est pas fonctionné. C'est-à-dire tous les VLAN, ils vont, les 4 VLAN, 1, 10, 20 et 30, ils vont utiliser les deux câbles seulement. L'équilibrage de charge, l'équilibrage de charge, c'est-à-dire pouvoir répartir les VLAN sur des câbles. Alors, je vais dire, ce port il sera bloqué pour ce VLAN et l'autre port il sera bloqué pour l'autre VLAN. Donc, pour faire cela, je dois moi-même choisir quel est le switch racine par VLAN. Donc, je vais dire, par exemple, OU1, je vais le laisser racine pour VLAN 1 et VLAN 10. Je vais dire switch 2, il sera racine pour VLAN 20 et switch 3, il sera switch racine pour VLAN 30. D'accord? Donc, si je choisis cette configuration, donc le noir, c'est VLAN, VLAN 1 et 10. D'accord? VLAN 20, VLAN 30. Donc, ce que je vais dire, ce switch, il sera route. Donc, maintenant, c'est pas écrire les VLAN avec les couleurs, vous devez les lier. Donc, couleur noire, c'est-à-dire 1 et 10. Il sera route bridge pour VLAN 1 et 10. Par contre, ce switch, OU2, il sera route bridge pour VLAN 20. Et OU3, il sera route bridge pour VLAN 30. Maintenant, si OU1 est route bridge pour VLAN, c'est-à-dire ces ports Ethernet 00 et Ethernet 01, ils vont être ce sont des ports désignés pour le trafic VLAN 1 et VLAN 2. La même chose. Si OU2 est route bridge pour VLAN 20, c'est-à-dire ces ports ils seront designated. Parce que la logique, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez un route bridge, tous les ports d'un route bridge, ils sont en mode, ou dans le rôle désigné, port désigné. La même chose, route bridge, ça veut dire que ce port sera désigné pour VLAN 30. Maintenant, on va voir quels sont les ports qui sont
désactiver pour voir cela. Donc avant, on doit configurer maintenant, forcer les switches à ce qu'ils doivent être route bridge pour les VLAN. Switch du numéro 2, je vais lui dire que tu dois être route bridge de VLAN. Donc, la commande, c'est... Ouais, donc on a parlé de ça l'autre fois, donc on a fait des exemples. Donc spanning tree, VLAN 20. Ou bien je change la priorité, vous vous rappelez, ou bien je change la priorité, c'est un incrément de 4096, ou bien je vais mettre route primary. Si je mets route primary, il va enlever de la valeur par défaut la priorité 32 000 qui est donc 32 768, il va enlever deux fois. Donc route primary, c'est-à-dire il va prendre la valeur par défaut de la priorité, il va enlever 2 fois 4096. Voilà, donc route primary. Je peux même remarquer automatiquement la topologie, puisque déjà j'ai laissé le debugging dans Eruid. La même chose, je peux aussi configurer switch 2 à ce qu'il soit route VLAN c'est-à-dire, c'est à vous de voir maintenant, d'accord? J'ai l'OU1, je peux configurer ce switch à ce qu'il soit route secondary pour VLAN 1 et 10, par exemple. Je peux mettre VLAN 1,10 route secondary. D'accord? Il est switch route pour VLAN 2, mais secondary pour VLAN 1 et 10. Ça veut dire, route secondary, qu'est-ce qu'il fait? Un rappel. Route secondary, cette commande, il va prendre la valeur par défaut 32 768, il va enlever une seule fois. D'accord? Donc route primary, il enlève 2 fois 4096 de 32 768. Par contre, route secondary, il l'enlève comme ça. Toujours route primary, il aura une priorité inférieure que route secondary. Route secondary, une fois, il ne travaille pas en tant que route, mais une fois le route primary tombe en panne, il va prendre automatiquement le relais. C'est très important. Quand vous rentrez dans un réseau d'entreprise de production, c'est vous qui allez choisir les switches qui seront racines. Donc ne laissez jamais STP choisir pour vous les routes bridge. Donc il se peut que, puisque par défaut ils ont la même priorité, il se peut que STP il va choisir pour vous un switch qui est dans le niveau accès, qui est bas de gamme, donc qui n'est pas très performant. Normalement, un route bridge, il doit être un switch qui est performant, qui a une bonne configuration, d'accord? Et en général, il doit se trouver au milieu de votre topologie, au centre. Le meilleur emplacement, c'est la couche distribution. Donc, vous avez ici, vous vous rappelez de accès, vous avez la couche distribution et vous avez le cœur. Donc, les switches qui seront ici, par exemple, si vous avez deux, un, vous allez le configurer en route bridge et le deuxième, vous le configurez en route secondaire. Une fois celui-là tombe en panne, c'est-à-dire STP ne va pas vous chercher, même si vous le mettez ça en route primary, essayez de configurer celui-là en route secondaire. Pourquoi? Parce que si vous configurez seulement celui-là en route primary, c'est vrai qu'il va devenir route, mais une fois il tombe en panne, STP il va rechercher dans les
tous les switches que tu as que vous avez dans votre key. Et il se peut qu'à un moment donné, il peut choisir celui-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a le BID qui est inférieur, l'adresse MAC inférieure. Alors que nous, on dit que il doit être très puissant, il doit être dans un lieu au milieu de votre topologie. Donc, d'accord, ça, ce sont, c'est-à-dire tous les, ils vont être se connectés ici. Ça. Le meilleur emplacement, c'est distribution. BPDU, donc c'est une usine de, plutôt le route bridge, c'est une usine de BPDU. C'est lui qui va générer les BPDU et les envoyer aux autres. D'accord? Une fois la topologie elle est stable, les autres commutateurs non racines ne vont pas envoyer, ils ne vont pas générer plutôt les BPDU. Le seul qui peut générer et envoyer les BPDU, c'est lui. Les autres, ils vont seulement faire transférer les BPDU qui sont reçus par le route bridge. C'est pour cela qu'on a dit, si vous vous rappelez, si vous voulez changer les timers, hein, le hello interval, le forward delay, le max age, il faut le configurer dans le route bridge et non dans un autre, parce que c'est le route bridge qui va informer les autres des nouveaux intervalles de temps. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est pour aérer un petit peu ça. Donc j'ai configuré le switch 2 à ce qu'il soit route bridge pour le VLAN 2 et à ce qu'il soit route secondaire pour VLAN 1 et 10. De même, on va essayer d'aller dans le switch numéro 3. Donc, spanning tree VLAN 30. Route primary. Donc, il sera route bridge pour 30. La même chose, je peux mettre spanning tree VLAN, c'est pas 20. Route secondary. Donc, il sera switch 3, il sera switch racine pour le VLAN 30 et il sera route secondaire pour il y a un bridge backup ou la de sauvegarde pour VLAN 20. Donc c'est à vous de voir, donc c'est une gymnastique que vous pouvez c'est-à-dire faire des combinaisons en fonction de vos switches. Là, un exemple. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir ce que ça fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les ports appartenant à ce switch, donc VLAN et il l'a mis en désigné, c'est bon. Et on va trouver que le port, il est bloqué pour 30. D'accord? Le port est 00 du switch, c'est-à-dire ce port. Ce port, pardon. OU2, c'est ça. Le port 00, il est bloqué pour VLAN 30 avec cette couleur. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser les autres, ils sont tous en désigné. C'est-à-dire qu'il va laisser les autres VLAN. OU3, la même chose, on va faire OU3. Donc, show spanning tree. Donc, remarquez, on va voir quel est le switch racine de EU3, il est racine de quel VLAN? Voilà, donc VLAN 30, c'est bon. This bridge is the route. Tous les ports, ils sont désignés. Maintenant, quel est le port bloqué dans EU3? Le port bloqué, c'est 0. Oui ou non? Les autres, est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. Donc, je crois que l'objectif de la séance est ça. Donc, on va pouvoir